Martina Rodriguez aime Alvaro, et pour cette jeune fille espagnole, Alvaro sera certainement son mari. Mais ils ne sont pas riches. Un jour, Alvaro offre à Martina un bijou triplement précieux. Elle l'accepte avec les larmes aux yeux. Sans qu'il le sache encore, c'est un instant crucial. En 1936, Martina est une belle brune aux longs cils de velours. Elle vit avec ses parents près de Valladolid et chante toute la journée, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ses sœurs la plaisantent sans arrêt. « Tu as avalé un rossignol ce matin, guapa ?»« Non, non, je pense à Alvaro. Je compte les jours jusqu'à la noce. Quelle impatience pour être la femme d'un commis voyageur. Chante aujourd'hui. Demain tu pleureras peut-être. » Mais Martina se moque des propos venimeux de ses sœurs. Elle est heureuse. Le soir même, elle retrouve Alvaro sur la place du village. Et il tient un petit paquet dans la main. « Pour toi, ma belle. »« Pour moi, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Bah, regarde. » Martina déchire le papier. À l'intérieur, un écrin de velours. Dans l'écrin, sur un lit de satin blanc, une médaille. C'est de l'or. Aussitôt, elle regrette d'avoir posé cette question. Peu importe que la médaille soit ou non en or. Du moment qu'elle vient d'Alvaro, elle est précieuse pour Martina. Mais oui, c'est de l'or. Regarde ce que c'est, Martina. Martina examine la médaille. Elle représente une image de la Vierge Marie entourée de ce simple texte « Sanctissima Virgen del Pilar ». Oh, ma Vierge préférée. C'est toujours elle que j'invoque quand je prie pour toi. Tu sais, je l'ai faite bénir par Don Martino, le supérieur du monastère. Je la garderai toute ma vie, mon amour. Dorénavant, ce sera mon bien le plus précieux. Et Martina, profitant de l'ombre du soir, pose ses lèvres sur celles d'Alvaro avant de s'enfuir pour rentrer chez elle. La Vierge del Pilar doit veiller sur les amoureux, en tout cas sur ces deux-là, car leur projet se concrétise et quelques semaines plus tard, devant le village en fête, Martina devient l'épouse du bel Alvaro qui rayonne de bonheur devant tous leurs amis réunis. Un nommé Franco, dont personne n'a entendu parler, vient de déclencher une opération de conquête militaire pour détruire la République rouge. Mais la guerre civile qui commence leur semble bien lointaine. Alvaro ne perd pas son temps et très rapidement, Martina peut annoncer aux deux familles qu'elle attend un enfant. Est-ce bien le moment de mettre au monde un enfant ? Martina, tous les matins, invoque la Vierge del Pilar en portant sa chère médaille à ses lèvres pour qu'elle protège sa jeune famille. « Au revoir, ma chérie, à ce soir !»« À ce soir, mon amour. Ne rentre pas trop tard. Je vais profiter de la journée pour aller à Valladolid. Il faut que j'achète le trousseau de ton fils. Mais ma mère t'a déjà donné tout ce que je portais quand j'étais bébé. Oui, je sais, mais je veux du neuf. » Et les deux jeunes gens échangent un baiser d'amour heureux. La journée de Martina à Valladolid est plutôt chargée. Elle passe la matinée sur le marché, rencontre une amie avec laquelle elle déjeune d'un chocolat, puis elle court encore les magasins, choisissant les petits vêtements dont elle rêve pour son enfant. « Je prends tout en blanc car je ne sais pas si ce sera un garçon ou une fille. Il me suffira de changer la couleur des rubans. Mais j'ai demandé à la Vierge del Pilar qu'elle m'accorde un garçon. » La vendeuse approuve et fait les paquets en souriant. Martina consulte sa montre. Avant l'autobus, qui doit la ramener chez elle, il lui reste un peu de temps, ce qu'il faut pour rendre visite à Notre-Dame des Angoisses. Elle veut y allumer un cierge, bien que la Vierge des Angoisses lui semble moins efficace que celle d'El Pilar. Et brusquement, un orage change les projets de Martina. Impossible de sortir de l'église. Des trombes d'eau déferlent sur la ville. Et il semble que cela va durer toute la nuit. Quand elle arrive enfin à la gare, le dernier train est parti. Enfin, je dois absolument rentrer à Las Cuevas. Désolé, mademoiselle. Excusez-moi, je veux dire madame. Si vous prenez le train de 20h15 jusqu'à Palencia, vous pourrez peut-être attraper un autobus ou prendre un taxi. Martina n'hésite pas, elle prend ce dernier train, mais arrivée à destination, elle doit encore déchanter, le dernier autocar est parti. Pas de doute, elle va devoir passer la nuit à l'hôtel. C'est ce qu'elle fait. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Le lendemain matin, au moment où elle veut régler la note, Martina s'aperçoit que son porte-monnaie a disparu. Elle cherche vainement dans ses différents colis, impossible de payer. Le patron ne semble pas partager les problèmes de la pauvre jeune femme, malgré son état de grossesse évident. « Ma petite dame, va falloir trouver une solution. Que voulez-vous que je fasse ? J'ai dû me faire voler quand j'étais en train de prier Notre-Dame des Angoisses. » Le patron de l'hôtel hausse les épaules. «
Alors qu'est-ce qu'on décide? J'appelle la Guardia Civile? Ah non, surtout pas. Mon mari doit déjà être mort d'inquiétude. Je pourrais peut-être revenir pour vous payer demain matin. On me l'a déjà fait ce coup-là, ma belle. Faut trouver autre chose. À propos, qu'est-ce que c'est que cette médaille que vous avez au cou, hein? C'est de l'or. Instinctivement, Martina porte sa main à son cou. Oh non, non, pas ma médaille. Je peux pas vous donner ma médaille. Elle est bénie. C'est un cadeau de mon mari. Alors j'appelle la Guardia. Martina, refoulant ses larmes, détache le ruban de velours qui retient sa médaille et, faisant glisser celle-ci sur le comptoir, demande « Ça vous suffira ?» Le patron saisit la médaille, la porte à sa bouche et y donne un coup de dent qui serre la gorge de Martina. « Tenez, je suis bon prince. Je vous rends la monnaie. » Et il pousse quelques billets vers elle. Muette de chagrin, Martina les met dans la poche de sa veste. Il ne lui reste plus qu'à prendre l'autobus pour rentrer chez elle. « Alvaro, mon chéri, pardonne-moi, je n'ai pas pu faire autrement. Il m'a menacé d'appeler la Guardia Civile. »« Calme-toi, mon cœur. Il a eu de la chance que je sois pas là. Mais si tu avais été là, j'aurais pu payer et je n'aurais pas été obligé de me séparer de ma médaille. Mais dis donc, j'y pense. Il n'est peut-être pas trop tard. Je pars pour Palencia, je vais essayer de la récupérer, ta médaille. » Alvaro a vite fait de retrouver l'hôtelier sans cœur. Celui-ci commence par prendre les choses de haut. « Mais non, je ne me souviens de rien. Une femme enceinte, dites-vous, qui n'a pas pu payer? Ça me dit rien. Ça s'est passé hier soir. Vous n'avez pas pu oublier. Si vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire... » Alvaro n'a pas l'air de plaisanter. L'hôtelier change d'attitude et ouvre sa caisse. « Ah oui, cette petite médaille. Oui, en effet. Vous voulez la racheter? Je veux la reprendre en vous payant la note de ma femme. » En définitive, moyennant quelques centaines de pesetas supplémentaires, Alvaro reprend possession de la médaille. C'est bien elle, Sanctissima Virgen del Pilar. Il y a même une drôle de marque, comme si on l'avait mordue. L'émotion de Martina en reprenant possession de sa médaille est difficile à décrire. Alvaro, par délicatesse, s'abstient de lui dire à combien sa nuit d'hôtel revient en définitive, une vraie nuit de palace. Et puis le grand jour arrive, jour de gloire et jour de douleur. Martina donne naissance un peu déçue, non pas à un garçon, mais à une petite fille, brune comme sa mère. Tout se passe bien, et l'enfant reçoit le prénom logique de Pilar. Au bout de quelque temps, on s'aperçoit que ses yeux auront sans doute la couleur de ceux d'Alvaro, un gris vert qui lui vient de sa grand-mère galicienne. Les voisines entourent la petite Pilar et s'extasient. Quel regard elle a! Mais arrêtez de l'embrasser, vous allez lui coller des poils de moustache, réplique la grand-mère. Et les commères sortent en riant. Une d'entre elles, pourtant, reste en arrière, son lorgnon à la main. Elle examine attentivement les yeux de l'enfant. Martina, viens voir. Les yeux de Pilar. On dirait... Oh non, c'est pas possible. T'as une loupe? Non, il n'y a pas de loupe à la maison, mais le docteur Narvalo en a sûrement une. Un gamin est chargé de la ramener. Regardez, c'est incroyable. Martina, les yeux de ta fille, c'est un miracle. Martina, qui ne comprend rien, se penche, loupe en main vers le berceau. Jésus-Marie-Joseph, mais c'est pas possible. La grand-mère s'affole. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette enfant? Mais Catalina, regarde toi-même, dans les yeux de la petite. Et Catalina, malgré ses yeux fatigués, lit incrédule, dans l'œil droit de Pilar, des lettres. V-I-R-G-E-N. Pas de doute, c'est le mot vierge qu'on lit sur la pupille de la petite fille. Sur l'autre œil, le miracle continue. D-L-P-I-L-A-R. À part le E qui manque, on lit Del Pilar. Martina est blême. Virgen del Pilar, comme sur ma médaille, comme sur la médaille que j'avais donnée à l'hôtelier. C'est un signe de Dieu? Un signe de quoi personne ne peut répondre. Les femmes se signent, puis on court chercher le curé. En attendant, tout le monde examine à nouveau avec l'aide d'une lampe les yeux de Pilar qui, cette fois, se met à brailler. Le curé arrive bientôt en soulevant sa soutane pour aller plus vite. On lui explique rapidement les choses. Il faut se méfier.
C'est peut-être l'œuvre du démon. En disant cela, il jette un regard soupçonneux à Martina. Une fois de plus, on soulève les paupières de Pilar, qui hurle. Ah, pas de doute. Virgène à droite, D.L. Pilar à gauche. Le curé s'éponge le front. On expédie le gamin à l'église pour que la bonne du curé lui donne de l'eau bénite. Dès le lendemain, le docteur Narvalo, venu pour récupérer sa loupe, examine lui aussi les pupilles merveilleuses. Il demande alors qu'on libère un coin de table et sur une liasse de feuilles blanches, il établit un rapport circonstancié de ce qu'il vient de constater. On fait signer comme témoins plusieurs hommes du voisinage. Et dans les jours qui suivent, devant une Martina dépassée par les événements, le docteur Narvalo installe chez lui, dans le patio de sa maison, une sorte de reposoir dans lequel Pilar trône. Quand elle ne dort pas, les chrétiens émerveillés se penchent sur son visage pour essayer d'apercevoir l'inscription miraculeuse. S'ils y parviennent, ils se retirent renforcés dans leur foi. Un tronc, installé par le docteur, est là pour recueillir les obôles. Mais nous sommes à présent en 1937, et la République règne au village. Toutes ces manifestations attirent l'attention des autorités qui, bien éloignées de croire au miracle, veulent cependant constater les choses. Vicente Pardo, le responsable de la cellule républicaine locale, survient un jour chez le docteur Narvalo. Son revolver lui bat les cuisses. Dame, les nouvelles de l'avancée franquiste échauffent les esprits. Pour disperser les fidèles, il tire un coup de feu en l'air et toutes celles qui encombraient le patio s'enfuient en caquetant comme des poules effrayées par un renard. Vicente s'approche de Martina, qui vient de prendre Pilar dans ses bras. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire du miracle de la médaille ?»« Eh bien, regarde toi-même. » Elle lui tend la loupe. Vicente, à son tour, se penche sur l'enfant miraculeuse en écarquillant les yeux. « Sangre de Dios !» souffle-t-il entre ses dents. Quand il se redresse, il est rouge de colère. « C'est un trucage !» Martina le regarde sans comprendre. « Un trucage ! Mais sur la tête de ma fille, c'est un miracle, je n'y peux rien. Il n'est pas question de tolérer ça en ce moment. Il faut que ta fille disparaisse, tu m'entends ? » ?»« Qu'elle disparaisse ? Oui, tu te débrouilles. Par n'importe quel moyen. Tu m'as compris. Dès demain. Sinon, il pourrait lui arriver malheur. Vous avez 24 heures pour quitter le pays. Sinon, je ne réponds de rien. » Martina comprend. Les atrocités de la guerre civile qui ensanglantent l'Espagne sont dans tous les esprits, des horreurs commises par les deux camps. De toute évidence, l'Espagne rouge ne peut se permettre de voir les yeux de Pilar témoigner pour l'autre camp. Vicente précise, en quittant la maison du docteur, « 24 heures, hein, pas une de plus. Et vous, docteur, nous en reparlerons. » Dès le lendemain, Martina, Alvaro et Pilar disparaissent et partent se réfugier chez de lointains parents dans les Pyrénées. Plus personne au village, même après le triomphe final du franquisme, n'entendra parler d'eux. Catalina disparaît sans avoir révélé le lieu de leur retraite. Seul demeure le rapport établi par le docteur Narvalo. Celui-ci ne peut plus rien dire, il a été fusillé avec quelques autres. Pilar, dit-on, ayant grandi en essayant de dissimuler son regard derrière des lunettes fumées, aurait depuis trouvé refuge au fond d'un couvent mexicain où personne ne peut plus examiner ses yeux miraculeux.